Bonsoir, bienvenue, merci. Encore un plateau spécial sur l'agression rwandaise et tous les suppôts qui sont derrière par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il y a comme une prise de conscience générale. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la classe politique commence à bouger, les leaders d'opinion aussi, la jeunesse bouge province par province. Aujourd'hui même, à Kisangani, des jeunes étaient dans la rue pour exiger le départ d'abord de la MONUSCO, ensuite la fin de la coopération avec notamment les États-Unis, la France, enfin l'Occident en général, avec ces drapeaux russes qui étaient en train d'être plébiscités là-bas, comme ça a été le cas à Bukavu. Hier, ici à Kinshasa, les partis politiques sont partis déposer des mémos au niveau de l'ambassade des États-Unis et à la MONUSCO. Ils se propagent encore plutôt, se préparent. Demain, ici à Kinshasa, d'autres manifestations, organisations, dans le sens toujours de sensibiliser le monde sur cette agression rwandaise qui est en quelque sorte supportée, pour ne pas dire tolérée, une fois de plus par la communauté dite internationale. L'actualité, c'est également cette délégation de la communauté internationale, autrement dit du Conseil de sécurité en RDC, reçue aujourd'hui par le président du Sénat, Moïse Bahati, conduit par un Gabonais, disons tranquillement que la RDC n'est pas concernée par l'embargo, que ce sont les groupes armés, mais en réalité on sait que si vous voulez contrôler les flux des armes et munitions, pourquoi pas les conseils techniques de ceux qui viennent de l'extérieur, c'est en quelque sorte pour garder sous l'œil bien vigilant de ce que nous faisons. Voilà, nous allons revenir avec un plateau encore garni ce soir de têtes pensantes de la RDC qui conçut aujourd'hui les think tanks qui vous met en haleine, ou plutôt qui vous met la puce à l'oreille sur ce qui se passe et surtout qui conscientise l'élite nationale pour prendre une prise de conscience. Jérôme Ségana, qu'on ne présente plus parce que vos prises de position des Sénétats, notamment sur le plan financier, appréciées. Bienvenue d'abord. Merci, JMK. Salut tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Willy Kalengai, référence journalistique, beaucoup d'analyses pertinentes. D'ailleurs, on dit que certaines de vos prédictions sur la peur rwandaise commencent à se matérialiser avec ce survol du territoire rwandais. Absolument. Et que demain... Pas seulement plus... les survols. Oui. L'avion a atterri et a décollé. Absolument. Voilà. C'est comme qui... La fois dernière, vous avez dit que demain, c'est la RDC qui va protéger les Rwandais. Nous sommes en train de protéger les Rwandais aujourd'hui. Oui, donc qui ne s'inquiète pas parce non, que qui ne s'inquiète pas. Après Gagame, les Rwandais sont nos frères. Voilà, nous serons ensemble. Absolument. Et Marcel, on m'a dit personnellement de vous dire qu'on l'a découvert extrémiste, je dirais moi, radical par rapport aux mesures à la fois vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des Occidentaux parfois qui nous bernent, et vis-à-vis du Rwanda avec lequel on a été trop clément pendant longtemps. Oui, nous pensons que ce plateau que vous nous offrez est un cadre idéal qui permet des échanges, qui facilite la compréhension sur des questions d'actualité. Et je crois que nous n'allons pas nous juger nous-mêmes. Il faut laisser à l'opinion publique la possibilité de nous juger. Et je crois que c'est le devenir de la nation qui va trancher. Et ce que nous avons dit il y a 2, 3, 4 séances que nous avons tenues ici est en train de se matérialiser. Nous n'avons pas été forcément des magiciens ni des prophètes, mais nous avons été des analystes épris de paix et des gens qui savent vaticiner, anticiper sur ce qui peut arriver. Je crois que c'est cela aussi qui nous donne ce don d'ubiquité qui fait du journaliste quelqu'un qui a le flair et qui sait sentir d'avance ce qui peut arriver, même si cela n'est pas encore. Donc je crois que c'est une occasion inouïe, une chance exceptionnelle que vous offrez au public de pouvoir entrer en nous-mêmes et avec eux, nous-mêmes aussi, nous pouvons nous réinventer autrement face aux défis que présente cette agression de notre pays. Merci beaucoup. Avant qu'on puisse développer, j'aimerais qu'on rende un hommage à notre confrère Luc Abonkante qui nous a quittés aujourd'hui, qui était souffrant, un grand journaliste que Jérôme Ségana a connu. Bien sûr, c'est notre secrétaire général de Toile d'Araignée. Oui, qui est là. Nous profitons de votre plateau pour présenter nos condoléances les plus émues à sa famille biologique, ainsi qu'à sa famille professionnelle. Oui. Toile d'Araignée qui réunit en son sein
250 journalistes économiques, d'investigation et spécialistes des contrôles citoyens. C'est lui le secrétaire général. Il s'est investi dès le début jusqu'à sa mort aujourd'hui. Il était de tous les coups et c'était un garçon très intelligent et il aimait beaucoup les débats. Absolument, un garçon que j'ai connu, un grand journaliste des débats. Il m'a reçu d'ailleurs lorsque je faisais la promotion de mon pays via les 5 chantiers, la révolution de la modernité, beaucoup de débats. Un journaliste intelligent, d'investigation avec beaucoup de charisme, de caractère, beaucoup de valeurs. Il avait des principes d'éthique, c'est une grosse professionnelle. Quelqu'un de bien. Ngatre, c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui s'en va là. La dernière fois, j'ai fait une émission avec lui. Il m'a reçu. Il était directeur général de Tata TV. Oui. Nous avons parlé. Il me disait, laissons des traces. Laissons des traces de ce que nous avons compris de ce pays. Laissons des traces pour que ceux qui viendront plus tard, même s'ils ont tout oublié, ils se rappelleront au moins des petits actes que nous avons posés. Et il était écrivain. C'était un philosophe, oui. Un homme instruit par les jésuites, extrêmement artiste parce qu'il composait aussi des chansons et des cantiques chrétiens. Oui. Luc, c'était un leader pour les jeunes, un modèle pour le journaliste, mais surtout aussi un homme de rigueur. Je sais que c'est une très grande perte et nous aurons le temps de revenir sur son parcours. Absolument. Oui, oui. Je vais placer un mot parce que lorsque j'ai appris cet après-midi sa disparition qui est presque impromptue, je considère que c'est une plume, c'est une tête pensante qui nous quitte comme ça de façon inattendue. Je ne peux que rendre hommage, mais je voudrais en même temps renouveler notre engagement pour que le combat qui aura été le sien, que nous puissions continuer ce combat. Merci beaucoup. J'aimerais bien, Willy Kalengai, vous poser cette question par rapport à ces combats que nous avons entamés ici, parce que ça commence à produire de fruits, de cette prise de conscience par l'élite. On avait l'impression qu'à un moment donné, on avait laissé ces débats dans la rue, dans les réseaux sociaux, et que la classe politique, en composition, en récomposition aujourd'hui, est un peu enclin dans des petits débats des quartiers généraux, des états-majors. Est-ce que ça vous étonne qu'aujourd'hui, la communauté internationale commence à bouger? Que les Nations Unies nous envoient des délégations d'environ une quarantaine de personnes et que le Rwanda commence à se justifier, à publier des communiqués pour s'inquiéter du survol de son territoire. Kagame qui pensait qu'il avait tous les droits et tout le pouvoir sur la RDC, il suffisait qu'il touche depuis Kigali et tout le monde tremblotait ici. Voilà les Camerounais, plutôt les Gabonais, qui a conduit cette délégation au niveau du Sénat, reçue aujourd'hui par Modeste Bahati. Vous savez, Jean-Marie, je peux dire aujourd'hui que le Rwanda a fait un coup de trop. Un coup de trop. Un coup de trop. Vous voyez, quand vous avez une habitude de venir régulièrement clandestinement chez quelqu'un pour prendre, voler, et vous devenez même spécialiste de vos propres compétences, il arrive toujours à un moment donné où il y a un coup de trop. Le coup de trop, c'est celui-ci parce que le Congo était préparé. Nous nous sommes préparés à dévoiler finalement le visage du Rwanda. Je crois que le président Félix Tshisekedi aura eu le mérite. Je voudrais qu'on s'arrête sur... revenons un tout petit peu sur le plan d'avant. Oui. Voilà, arrêtez-vous sur ce plan. Lorsque vous voyez Willy Kalengai, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dépêcher une forte délégation comme celui-ci, pour venir convaincre le Parlement, là c'est Modeste Bahati au niveau du Sénat, demain ça sera certainement chez Mbosso avant d'aller chez le président de la République. Voilà, ils disent l'embargo sur les armes, la RDC n'est pas concernée. C'est une façon de nous passer la pommade ou non, je vous avais dit que derrière le Rwanda, il y avait une plateforme d'intelligence. Elle est en train de se dévoiler. À partir du moment où l'enfant s'est caché derrière son père, oui. Vous pouvez maintenant parler au père. Qu'est-ce qui se passe? La communauté internationale, au travers de sa sécurité, vient de montrer qu'il avait une même mise sur ces conflits. Qu'en venant au Congo, en fait, on veut empêcher la RDC d'aller jusqu'au bout du bout.
Nous l'avons Au bout dit la du bout, fois quand on commence à montrer le muscle... Les muscles, on dit non, s'ils commencent à montrer les muscles, Oui. ça n'ira pas. Il faut donc les arrêter en cours de manière à négocier une paix très rapidement. Donc ici, il s'agit pour nous, et c'est ça même que je disais que c'était un coup de trop, parce que le Rwanda, aujourd'hui, malheureusement, nous avons allumé les lumières. Après avoir travaillé dans le noir pendant très longtemps, les Rwandais avaient oublié que le Congo avait déjà mis en place des lumières. Sitôt dans le cœur du théâtre, on a allumé, les Rwandais est découvert. On ne camoufle rien. On ne camoufle rien. Il est impossible au Rwanda de se cacher. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant presque 5-6 mois, des drones ont filmé. Des drones. Des drones ont filmé les colonnes rwandaises. On va finir par montrer ces images. Ces images, on va finir par bien montrer ces sûr. images. Nous les avons, ces Les images. clones, les drones des ont drones filmé, voilà. qui ont filmé les troupes Les rwandaises troupes en rwandaises train de traverser. de traverser avec des uniformes rwandais. Avec tout ça, ça a été archivé. Si aujourd'hui le président Joseph Kabila et Tshisekedi vont se rencontrer sur ce chemin, j'espère qu'ils vont se rencontrer rapidement. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Oui. C'est parce que ces informations-là ont été sorties depuis des années. Les Rwandais ne savaient pas que les Congolais pouvaient faire preuve d'intelligence stratégique. De documenter tout ça. Ils ont tout documenté. Tout documenté. Donc aujourd'hui, il n'est plus impossible de cacher la forfaiture de l'armée rwandaise. Parce qu'ils ont déjà pris la main dans le sac. Comment faire? Les Congolais est allé plus loin en disant, nous savons que c'est vous. Ne venez pas nous vendre un enfant mal bâti parce que vous voulez que nous puissions négocier pour intégrer ceux que vous avez fabriqués comme adversaires au Congo. Les parlements en disant, non, nous ne voulons pas du mixage. Le Rwanda est coincé. C'est comme ça qu'il doit se réfugier derrière les conseils de sécurité pour chercher une issue de secours. Parce que s'il n'y a pas d'issue, eh bien le Congo est obligé d'aller jusqu'à Kigali. Alors, il y a une autre actualité. Et je vais faire intervenir Jérôme Sekana maintenant, c'est par rapport à cette spontanéité de la jeunesse. Il n'y a pas eu des mots d'ordre donnés à la jeunesse que quand vous allez marcher, mettez les drapeaux russes, mettez le cercueil de Gagamé, mettez bye bye les États-Unis, mais bye la France. Ils les font spontanément. Aujourd'hui, ils l'ont fait à Kisangani. À Kinshasa, ça se fait. À Bukavu, ils l'ont déjà fait. Est-ce que ça fait peur à ces délégations qu'on est en train de voir? Évidemment, je suis très fier de quoi? De la jeunesse congolaise. Je suis très fier de mon peuple. Je suis très fier des politiciens. Tous parlent aujourd'hui d'une seule voix. Oui, on a écouté Matata Mpogno. Par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et c'est ça qui fait trembler cette communauté internationale. Vous savez, j'ai comme l'impression ici que nous avons affaire à un pyromane qui vient faire le sapeur-pompier. Je m'explique. Vous voyez un secrétaire général des Nations Unies à la télé qui confirme leur patron. Qui confirme que, écoutez, bon, les M23 que vous voyez là, c'est une armée professionnelle. Ils ont des armes que même nous, les Nations Unies, nous n'en avons pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que ce secrétaire général nous envoie? C'est pour nous traumatiser, pour nous dire que nous ne pouvons rien contre ces M23-là. C'est que ces M23 est protégé soit par les Nations Unies, soit par les États-Unis, soit par les multinationales qui leur donnent des armes sophistiquées capables de nous détruire. Vérification faite sur le terrain, ce n'est pas le cas. Nos Sukhoi, à peine, même pas 10. À peine. Même pas 10 vous dire que c'est une façon de nous travailler, nous retarder. Vous savez, la colère d'un peuple, c'est plus qu'une bombe atomique. Et ils savent très bien que, Willy vient de le dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Depuis 1994. Nous avons été humiliés. Est-ce que je vais nous avons été ridiculisés. Jérôme Sekana, oui. je vais que vous continuez à parler. Pendant que la régie me prépare, le spot qu'on met ici, de Léon Kenwandono, ancien Premier ministre, en poste pendant les génocides. On va l'écouter le temps que la régie me cale un peu tout ça. Je m'explique ou bien j'attends? Voilà. Continue. Vous savez que nous, les Congolais, nous sommes un peuple pacifique. Nous savons très bien qu'on ne déplace pas les frontières. On ne déplace pas, on ne choisit pas ses voisins.
c'est dans sa souveraineté légitime que Dieu lui-même a voulu que nous puissions être proches des Rwandais. C'est pour cette raison que nous, les Congolais, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous aimons tous les Rwandais. Et mieux encore, les autres qui ont pris notre nationalité, qui habitent avec nous ici. Ce sont nos frères. Mais c'est que nous détestons. Voilà. Écoutez, on va écouter Kenwadondo. Oui. Et juste avant, vous allez continuer. Léon Kenwadondo. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prends une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président. Il ne faut pas vous opposer au président sur ce chapitre. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer des couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Tout est dit. Tout est dit. Vous savez, il y a un adage qui dit que la pilule est amère et qu'il n'y a pas d'autres alternatives à prendre que de l'avaler. La communauté internationale doit avaler cette pilule quand bien même qu'elle est amère. La même communauté qui était chez Bahat aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi j'ai dit ça? Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas le président Félix Tshisekedi, ni même le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, s'opposer à ce que veut le peuple. Tout à l'heure, là, vous avez dit, les jeunes sont en train de vandaliser les drapeaux français, les drapeaux américains. Et ils brandissent les drapeaux russes. C'est très dangereux. Quand bien même on ne peut pas les pousser à aller jusqu'à... Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Ce qui est vrai, c'est quoi? Oui. C'est que, et les échéances électorales approchant l'année prochaine, je ne vois pas un seul politicien qui va naviguer à contre-courant de la volonté du peuple. De l'opinion. La volonté du peuple aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir le dynamisme. Je vis de jeunes filles, de jeunes gens, de moins de 20 ans, 18 ans par là, déterminés. Ils disent que je préfère aller mourir au front que de continuer à subir cette humiliation que nous impose le Rwanda depuis une vingtaine d'années. Donc, pour moi, je pense que ce qui reste à faire, c'est de respecter ce que le gouvernement demande. Qu'est-ce que le gouvernement demande? Que les M23 se retirent du territoire national. Qui se retire? Partout qu'il se retire, qu'il rentre d'où il est venu. Et après, il n'y aura pas de réintégration. Et j'ai pas de mixage. Pas de mixage. J'ai aimé ce que le président Mbosso a dit hier. Après avoir voté, certainement, il y avait des voix discordantes. Après avoir expliqué, tout le monde est unanime. Et lui, il dit, d'ailleurs, il faut Tongamur. Oh, bien sûr, il l'a dit. Donc, on en a marre. Et il a dit ça, on en a marre. Donc, non seulement on ne va pas faire des mixages pour permettre encore au Rwanda de nous infiltrer, de nous envoyer ces gens ici, qui vont à chaque mouvement ici, on va leur dire ce qui se passe, comment nous préparons, et ils nous tuent pendant qu'eux continuent à s'enrichir de nos richesses. Donc, moi, je veux que le Parlement
Si les parlementaires veulent être réélus, ceux qui sont là-bas, Et soient crédibles. et Même s'ils pour veulent être finir leur crédibles, mandat. ce qu'ils ont déjà pris comme résolution, ils doivent voter ça et envoyer au président de la République de promulguer rapidement. Et je vous dis, il faut qu'on construise un mur. Même si le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent, Oui. les Congolais, nous allons mettre la main à la poche Nous allons construire pour nous-mêmes. contribuer Avec nos l'argent propres briques. afin de construire un mur entre nous et le Rwanda. Et même avec l'Ouganda, parce qu'il y a une Mais complicité regardez entre Jérôme l'Ouganda Sekana. et le Rwanda pour nous piller. C'est écrit là, sur la croix. Voilà. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, M23. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce que, quand la communauté internationale voit ça, quand cette délégation du Conseil de sécurité à Kinshasa, et qui nous suit certainement, parce Oui. qu'ils documentent... Ils beaucoup veulent ce faire qu'ils le sont en train médecin de après la faire, mort. quelle lecture ils doivent faire de tout ça? Oui, Galinga, quelle lecture? Est-ce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des Congolais par rapport à ce qu'on leur a fait subir pendant plus de bientôt 30 ans? Et qu'à chaque fois, dès qu'on veut sortir la tête de l'eau, on vient, on l'enfonce dedans. Ils doivent comprendre, et d'ailleurs je crois que c'est même la donne spéciale de cette mission. Oui. La plupart des temps, quand on reproche au Congo des choses, on dit qu'il n'y a pas d'opinion publique, Oui. que les chefs crient Vous seuls, n'avez qu'à vous prendre en charge en comme fait charge le Rwanda. vous-même, comme fait les autres et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, le géant est en train de se lever. Le Congo est en train d'avoir sa voix et sa propre voix. Et il commence à devenir une voix tonitruante. C'est une voix des géants parce que, comme disait tout à l'heure Jérôme Sekana, l'humiliation ne peut pas durer. Il faut à un moment donné que l'on puisse arrêter cela. Donc aujourd'hui, la communauté internationale se rend bien compte qu'il faut doser les rythmes, qu'il faut rentrer avec le Congo sur le pas de la normalisation. Comment normaliser entre le Congo et le Rwanda? C'est à eux maintenant de trouver les moyens. Parce qu'ils ont envoyé, ils ont armé, ils ont motivé le Rwanda pour que le Rwanda puisse faire le gendarme dans la sous-région. Maintenant, oui, de Grand Lac. Maintenant, le Rwanda est épuisé. Le Rwanda n'a plus les ressources nécessaires pour faire le travail qu'on lui a demandé. Quand vous expliquer que les M23, si on tape dedans, ils vont se réfugier en Ouganda. Oui. Comment l'Ouganda, qui est avec nous dans une mutualisation de force, peut accepter que les M23 rentrent chez lui comme c'était un terrain déjà préparé pour leur propre secours. Donc il y a quand même quelque chose qui est fait et qui doit être souligné. Le Congo est aujourd'hui dans une posture de force et de puissance. Il faut donc maintenant que nous puissions conjuguer notre intelligence pour que la communauté internationale nous comprenne. Parce que deux choses qu'il faut éviter. Le Rwanda a réussi à faire passer dans l'opinion internationale que le Congo est en train de un discours génocidaire, anti-nilotique, anti-Tutsi, voilà, qui ne sont pas protégés là-bas. Et que les Tutsis sont exposés aujourd'hui à la vindicte populaire. Je crois que c'est quelque chose qui est à condamner. D'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit, il faut faire attention dans notre façon de revendiquer. Mais ça n'empêche pas que dans la mise en place de stratégies pour défendre la cause nationale, nous puissions insister sur les régimes de Kagame, sur ce Kagame, c'est son régime. Ce qui se passe là-bas, parce que aujourd'hui des voix dissonantes commencent à sortir du Rwanda. Il y a quelques jours, un pasteur rwandais a fait une grande déclaration en disant que trop c'est trop, nous ne pouvons pas accepter que le régime de Kagame puisse mettre en danger la vie des Rwandais qui n'ont pas participé à sa politique génocidaire. Il y a une dame qui est au Canada qui a encore fait une déclaration en disant que, Dieu merci, le président Tshisekedi a permis au monde entier de dévoiler la duplicité du Rwanda. Donc, il y a bel et bien au Rwanda une opinion qui en a marre aussi de ce président vent en guerre, constamment qui expose et les deuils au Rwanda. Les deux au Rwanda, il y a eu beaucoup de Rwandais qui sont décédés dans cet affrontement. Donc à chaque fois quand Kagame envoie des troupes, bien sûr, ceux qui meurent, c'est des deuils au Rwanda. C'est des deuils au Rwanda et dans chaque maison, on commence à demander, mais tel, il est mort, tel capitaine, il est décédé, tel, il est décédé. Et d'ailleurs, vous avez appris que le fait même que notre avion a survolé Rubavu et tout ça, a atterri, le commandant a été arrêté. Ah, le commandant de l'aéroport. L'aéroport a été arrêté. Il a été arrêté. Alors, justement, cet acte de courage de ces pilotes qu'on ne va pas montrer, on a même ces images, etc., qui a survolé ce territoire rwandais. Et c'était quoi?
Non, mais un acte de bravoure, c'est un avertissement. non, je crois que... Ce n'est pas un hasard, ça. Hein. Non, on va quand même pas... L'explication qui nous est donnée, Oui. c'est que non, les pilotes n'avaient jamais navigué de ce côté-là. Ils n'avaient jamais volé de ce côté-là. Oui. Et que on peut confondre facilement Goma et Rubav. Oui, mais c'est le même axe. C'est le même axe. Hein. Même Donc, axe, oui. on peut confondre. Et la plupart des avions qui ont circulé de ce côté-là, parfois se sont souvent trompés d'aéroport. Moi, je pense à l'idée qu'il y avait une petite méprise quant à la manière d'atterrir. Hein? Oui. Mais je ne pense pas que c'était voulu. Mais c'était un accident. Mais admettons. Erreur. Admettons. Il s'est perdu. On en rit. Et il a montré la force, On quand même. en rit, mais l'arrogance, quelquefois, de Kagame était que si effectivement c'était Kagame tout-puissant, rien que le service des renseignements qui sont à l'aéroport, dès qu'ils voient un appareil cet avion atterrir, au sol. cet appareil n'avait pas décollé. Ouais. Non, mais On allait l'empêcher de décoller. Il y a des l'avion a failles terribles atterri là-bas. parce qu'il y avait, évidemment, le pilote s'est certainement trompé parce Oui. que c'est normal. Et le commandant lui a dit... 5 minutes de décalage, Oui. vous êtes dans l'autre aéroport. Oui. C'est possible qu'il se soit posé en pensant qu'il était à Goma Oui. et puis repartir rapidement. Mais ça suffit pour inquiéter. Pour faire trembler un Les peu. vrombissements ont bougé. Parce qu'en même temps, Rwandais, là-bas. qu'il y avait ça, Oui. il y avait aussi des attaques avec les hélicoptères. Donc tout ça, ça fait une coïncidence extraordinaire et ça panique. C'est que vers Oumangabo, là-bas, vers... Bien sûr. Bien sûr. Dans les Massissi, là-bas, il y a eu quelques missiles que Bien nos sûr, hélicoptères bien sûr. ont arrosé là-bas. C'est la montée en puissance. En Nous l'avons Ituri dit. aussi, les avions de chasse faisaient la même manœuvre. Bon. Nous l'avons Les dit. Je hélicoptères. vais poser cette question à Marcel parce que aujourd'hui même, le FBI, hier d'ailleurs, a publié un rapport sur le comportement de la diplomatie des services rwandais sur les réfugiés rwandais ou les opposants rwandais qui sont à l'extérieur et qui parfois sollicitent la protection internationale. Des dossiers ont été montés de toutes pièces par les services rwandais pour salir ces Rwandais qui étaient à la recherche de la protection, pour dire qu'il ne faut pas les protéger là-bas parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité, etc. Et que le FBI, après les contre-enquêtes, ils se rendent compte que ce sont des gens qui n'avaient rien fait de tout cela, mais que c'était une politique des Kagame de poursuivre ces gens jusqu'à l'étranger. Et Dieu sait combien, c'est lui qui était chez nous ambassadeur, s'était comporté en Afrique du Sud, jusqu'à être traité comme personne non grata. Est-ce que, question maintenant, ces secrets dévoilés du FBI démontrent que les États-Unis commencent à fragiliser leurs propres poulains? Ils l'ont fait avec Saddam Hussein, ils l'ont fait avec les terroristes saoudiens, Oussama Ben Laden. On l'a vu aussi il n'y a pas longtemps avec Kadhafi, etc., même avec Mobutu. Ça veut dire que quand on veut lâcher quelqu'un, on commence à sortir tout ce qu'on protégeait de cette personne. C'est tout ça à la fois. Moi, je crois que ce qui arrive... C'est un début du lâchage de Kagame, peut-être. Oui, un début, mais aussi lorsque une mission est arrivée à terme, cette mission, lorsqu'elle est accomplie, il faut changer de stratégie et réorienter. Et je crois que les États-Unis sont dans cette philosophie-là. Et dans le cas d'espèce, la mission qui avait été confiée à Kigali, plus particulièrement à Paul Kagame, semble avoir été réalisée avec tout ce qu'on a connu comme changement de régime. Mais à un moment donné, c'est comme si cette mission, il n'arrive plus, lui, le Rwanda, à maîtriser l'ensemble du système. Parce qu'il ne faut pas avoir une vision réductrice. Il n'y a pas que le M23 comme groupe armé. Oui, il y en a plusieurs qui ont été leur propre création, introduite chez nous, pour faire face aux ressources naturelles du sol et du sous-sol congolais. Et donc, si aujourd'hui, même quand on aura eu à s'attarder sur le M23, mais il ne faut pas que ceci puisse occulter l'idée qu'il y a d'autres groupes armés qui sont toujours là en attente
pour allumer le feu. N'oubliez pas qu'il y a la Codeco, il y a d'autres dans le sud qui lorsque vous parlez même ce qui ne s'est pas dans le Kouilou, les ADF, même ce qui ne s'est pas dans le Kouilou, c'est le prolongement de cette même vision de la métastase. Quand vous attaquez aujourd'hui Homme 23, demain on vous aligne la Codeco, demain c'est le Moudundu 40, après c'est le Maïmaï, ainsi de suite. Le tout dépend. J'aimerais que la régie, vous allez continuer, j'aimerais que la régie me prépare effectivement ce que vous êtes en train d'expliquer, dit par Joseph Kabila lui-même, devant le Parlement, où il explique cette stratégie-là, c'est-à-dire semer le chaos pour ne pas laisser le temps aux Congolais de travailler, pour ne pas laisser le temps aux Congolais de reconstruire le pays, et ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train de vivre. Oui, mais à la différence, vous avez suivi Kengo. Oui. Kengo dit, il prend son courage en main comme chef du gouvernement, il donne une orientation, le président Mobutu lui dit le contraire. Sous influence. Et la communauté internationale, dans sa duplicité, multiplie plusieurs langages. Contrairement à l'ancienne physionomie, l'ancienne configuration, où il y avait un président qui avait donné le mot d'ordre contraire, aujourd'hui nous avons Félix, qui lui-même est passé au devant de la scène. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément le gouvernement qui a pris le devant, c'est le président de la République. L'incarnation des symboles de la sacralité du chef. Donc c'est celui-là qui a la tête et qui donne l'orientation. Et donc le ton change. À la différence de Mobutu, qui a fait volte-face, ici c'est le président qui n'a pas encore fait volte-face. Et Mobutu était en position de faiblesse à ce moment-là. Oui. Quand il a connu la pression du Conseil de sécurité Boutros-Ghali, il a connu la pression il y avait simplement des Américains. C'est ce que je voulais dire. Il était obligé de dire à son Premier ministre, non, change d'avis, parce que moi on m'a dit de faire ça. Aujourd'hui, ce sont les mêmes pressions. Lorsque nous avons la délégation, si forte soit-elle, du Conseil de sécurité chez nous, c'est pour faire quoi? C'est pour exercer des pressions. Lorsque le président prend des mesures, il décide de parler à la nation, il mobilise l'ensemble de Congolais pour appuyer les FARDC. Mais qu'est-ce que la communauté internationale fait? C'est Luanda qu'on active. C'est Nairobi, c'est Ndayishimiye qui relance les discussions. Et on a envoyé d'ailleurs à Goma un général, un officiel angolais, qui doit s'installer pour le fameux comité de surveillance et de suivi pour savoir... Tout ce que je voudrais dire, moi, est que au moment où les Congolais prennent conscience, ils se lèvent comme un seul homme pour défendre la patrie, parce que la nationalité congolaise, la souveraineté sont non négociables. C'est à ce moment-là que cette communauté internationale, fatiguée peut-être d'avoir plus de résultats en face de nous, chez les voisins, tente de venir ici nous jeter de la poudre de perlimpinpin, de façon que nous puissions, nous reculer. Continuer à compter sur cette diplomatie des pacotilles qui consiste à s'appuyer sur les échecs de l'autre pour tenter de nous complaire. Nous pensons que l'heure a sonné. Lorsqu'on a décidé sur le plan de l'option militaire et qu'on a dit troupes, hommes et vieux, mettons-nous dans la bataille pour défendre la patrie. Moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors, on va écouter Joseph Kabila. Vous allez comprendre que ça n'a pas changé d'un iota, ce qu'il a expliqué devant le Parlement. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale. Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Tout est dit également. Oui, Kalengai. Mais c'est comme ça. Et l'histoire se répète. C'est comme ça que nous avons dit, nous avons lancé l'appel depuis la semaine passée. Nous avons dit que les leaders doivent se rencontrer. Le temps est venu pour que ces consensus stratégiques puissants au sommet de l'État puissent se faire. L'ancien président de la République, l'actuel président de la République, les différents opposants, les institutions. Il y a donc nécessité de se rencontrer pour montrer la symbolique de l'unité. Le peuple est debout, le peuple veut marcher, mais il lui faut des capitaines pour montrer le chemin,
pour tracer le chemin. Et aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots. Le chemin, c'est qu'il faut que notre armée monte en puissance et déloge ces troupes qui sont en train de nous humilier en occupant des localités de notre territoire. Alors, Willy Kalenga, il y a un tweet qui m'a fait bondir. Un tweet sur l'avion. Oui. On dit voilà, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas vérifié, que la RDC a commandé quelques appareils à la Russie pour faire monter en puissance effectivement nos forces armées. Et que la communauté internationale, notamment les États-Unis et l'Union européenne, seraient inquiets. Inquiets parce qu'ils aimeraient bien savoir pourquoi la RDC va s'équiper sur ces appareils russes, etc. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est dit? Ce n'est pas ce qui se cache derrière cette affaire d'embargo où on nous dit, voilà, vous n'êtes pas sous embargo, mais en réalité, on veut savoir qui vous vend des armes, c'est quel type d'armes. Voilà. Et écoutons d'abord ce que Tshisekedi dit. Vous allez comprendre. Le président de la République l'avait dit devant les députés et les sénateurs, ici, donc au Mongaliema. Écoutez bien ce qu'il dit. Il résume exactement ce qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, faire. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai. Je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Willy Kalenga, quand on parle de la vision et d'une prise de conscience, on a écouté Joseph Kabila, on vient d'écouter Félix Tshisekedi, n'est-ce pas là le dénominateur commun? Oui, il faut absolument que notre peuple tienne compte de ces niveaux de perception. On peut vivre, on peut s'amuser tous les jours, on peut se distraire parce que nous aimons la vie. Oui. Nous, les Congolais, nous aimons les belles choses et tout ça. Mais tout a un prix. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que vivre dans un territoire de 2 345 000 km², vivre dans un pays qui a un potentiel aussi important, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût. Il n'y a pas de satisfaction sans compensation.
quel est le coût que nous devons payer aujourd'hui? Nous devons payer le coût de la convoitise extérieure. Vous êtes dans un endroit qui est convoité par l'ensemble du monde entier. Vous devez avoir une politique qui s'articule non seulement à vos propres besoins, mais aussi à la capacité que vous avez de vous ouvrir aux autres. Le Congo est aujourd'hui à la croisée des chemins. On ne peut pas continuer avec le Congo des papas et le Congo des mamans. C'est un Congo qu'il faut gagner. Il faut le gagner par la capacité d'abord de préserver notre indépendance, de préserver notre intégrité territoriale, mais surtout de connaître les partenaires avec lesquels nous allons nous développer, d'avoir les discours qui conviennent, d'avoir le moyen de négociation, parce que tout est dans la négociation. Nous négocions comment avec le monde? Le Congo ne négocie pas avec le Rwanda. Le Congo négocie avec le monde aujourd'hui qui a le besoin de passer à la transition énergétique. Comme on l'a vu en Égypte. Bien sûr. Et d'ailleurs, le Premier ministre vient de le dire, oui, que nous sommes prêts à travailler avec le monde pourvu que le monde nous accompagne dans nos propres problématiques. C'est comme ça que le plus grand péché du Congo, ça serait la division sur des questions essentielles. Comme l'a dit Félix Tshisekedi, bien sûr, on va venir vers tel opposant, tel leader politique, serait la division, oui, et commencer à les susciter pour créer la distraction. Pendant 20 ans, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place un plan stratégique national de développement. Il y a eu des tentatives, mais elles ont été combattues par la politique politicienne. Surtout les parlements. Nous devons arriver à être d'accord sur 4, 5, 6 choses essentielles sur lesquelles, quel que soit celui qui vient au pouvoir, il ne quitte pas cette ligne maîtresse. Comme ça nous manque, c'est ce qui fait qu'on peut nous manipuler. Parce que si chaque Congolais savait que dans les 20 ans qui viennent, les projets les plus importants, on a un exemple, c'est par exemple les routes. Ou les ports en eau profonde. C'est ça notre objectif. Oui. Ou les grands Inga, oui, ou n'importe quel autre objectif. Et que tout celui qui viendra au pouvoir, il doit faire aboutir ce projet national qui est un projet coulé en termes d'or, un projet accepté par l'ensemble de la classe politique. Ce minimum consensuel n'est pas là. On n'a pas ce consensus minimum parce que les hommes politiques ont beaucoup plus été dans la quête du pouvoir que dans la recherche du devoir. Le devoir est passé un peu à l'écart. Ils se sont concentrés beaucoup plus sur la recherche du pouvoir. Or, le pouvoir, vous l'avez de manière illusoire. S'il n'est pas travaillé par un devoir sacré, le pouvoir ne vous sert à rien, il va vous détruire. Alors, Marcel, concrètement maintenant, parce que c'est vrai que notre émission donne un peu des orientations, ça montre un peu à la classe politique comment s'en sortir. On a senti que Félix Tshisekedi, après son discours, il n'est pas parti dormir. Les instructions certainement ont été données au niveau du Parlement. Aller dans le sens de l'intransigeance par rapport à ce qu'on nous propose à Luanda, ce qu'on nous propose à Nairobi. Oui, je crois que l'intelligence que le président a eu de mettre à contribution tous les Congolais via un discours à la nation et surtout la systématisation de sa vision contre l'agression, pour la défense de la patrie, se matérialise aujourd'hui dans cette prise en main des FARDC qui aujourd'hui prennent de l'offensive, prennent le dessus sur les forces rétrogrades qui ont longtemps écumé le pan entier du territoire national. Moi, je crois qu'il faut aller dans la logique d'imposer la paix. Et l'imposition de la paix passe nécessairement par la réqualification de nos politiques publiques en matière même de défense et de sécurité, les équipements, ainsi de suite, mais aussi par la réorientation de notre diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons la délégation du Conseil de sécurité, est-ce qu'il faut briser aujourd'hui et leur fermer la porte? Nous disons non, il faut discuter. Venez, donc il faut avoir, on parle. Il faut avoir plusieurs fers. Et on leur dit la vérité. Il faut avoir plusieurs fers au feu. En même temps qu'on a la poudre à canon pour dissuader, pour détruire, pour putréfier toutes les forces qui sont négatives, qui continuent encore à se donner le toupet de nuire aux intérêts vitaux de la République. En même temps, il faut des lobbying sur le plan diplomatique, de façon à investir partout où il y a des cercles de décision. Et je crois que là-dessus, le président a déjà pris une longueur d'avance, mais il doit être accompagné. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Ça doit être un travail d'accompagnement qui nécessite... C'est un travail aussi de casting. Parce que quand ces gens vont venir, il faut leur montrer... Un cahier des charges. Des cahiers des charges
des dossiers, des preuves d'implication du Rwanda chez nous. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Oui. Il faut tout un service d'intelligence qui va non seulement dans le sens de dénoncer des gens qui ont dit que demain tel ne sera pas président. Oui. Donc il faut sortir de la petite politique, aller vers la défense réelle des intérêts vitaux de la nation. Ce qui signifie que même le pouvoir qu'on recherche tant doit être compris comme étant un devoir, comme un sacerdoce, comme un apostolat au service du peuple. Et ça ne doit pas être un pouvoir pour s'empiffrer, comme ça a toujours été le cas dans notre pays, de chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, il faudra que demain, ceux qui arrivent trouvent effectivement des cahiers de charges, qui trouvent des traces. Je suis en train de penser, parce qu'à un moment donné, vous avez redistribué la parole et j'ai longtemps souffert. Et j'ai dit tout simplement que pour moi, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est, c'est le ventre mou de la bouillabaisse. Il faudra qu'à un moment, qu'on se ressaisisse et qu'on pense qu'il n'y a pas longtemps qu'on a parlé de communauté. Il n'y a pas longtemps qu'on vous a parlé des Enyélé. Il n'y a pas très longtemps qu'on a parlé de Bundudia Congo. Et donc, le Congo est tellement grand que le président, les craintes du président que je partage d'ailleurs, qu'un jour on peut nous faire la guerre comme en Irak et tout ça pour détruire ce pays et faire de la guerre le fonds de commerce pour perpétuer... Comme en Libye. En ce moment, comme en Libye. Pour perpétuer le pillage et l'exploitation illégale des ressources. Et moi, je considère que pour mettre fin à ce cycle récessif et fantasque des discussions à l'infini, il faudra que le Congo se ressaisisse, redéfinir de vrais cahiers de charges, identifier les vrais auteurs, les vrais responsables de cette situation infâme qui nous arrive depuis longtemps, que nous puissions un jour identifier qui se cache derrière le Rwanda. Qui a fait du Rwanda une puissance alors que le Rwanda, juste à côté de nous, n'a pas assez d'espace que nous, n'a pas aussi un peuple aussi grand que nous. Donc, pour quelles raisons nous devons continuer à pleurnicher devant ce Rwanda? Ce qui se cache, c'est cette réalité qu'il faut arriver à cerner. Et ça ne demande pas qu'on vienne forcément crier sur le toit de la maison. Ça nous demande une vision. Ça nous demande de rentrer en nous-mêmes, d'avoir des labos, de pouvoir avoir des cénacles dans lesquels on se cache pour voir comment identifier, comment faire. Et donc, la pénétration de ces milieux-là demande que nous puissions aller jusqu'au bout, à tous les niveaux, du point de vue diplomatique, continuer à y travailler, mais aussi du point de vue, n'est-ce pas, militaire, comme on le fait maintenant. Quand j'ai dit diplomatie, c'est pas parce que... Quelqu'un m'a dit, et vous allez continuer, que dans ces types de délégations, il y a toujours un ou deux infiltrés du Rwanda. Tout ce qui se décide ici, à la minute, on a informé de l'autre côté pour que le Rwanda prenne des dispositions nécessaires. Je vais placer 2-3 petits mots. Je vous en prie. Le Rwanda, qui a un pays en grande partie où on parle l'anglais, dirige la francophonie. Le Rwanda, aujourd'hui, on a donné à Kagame la gestion, pratiquement, c'est lui le responsable aujourd'hui de Commonwealth, la communauté. Donc, vous voyez que le Rwanda, d'une manière ou d'une autre, a beaucoup travaillé sur cette affaire de génocide en jouant la victimisation, en s'invictimisant, en considérant que nous sommes une minorité, nous voulons faire cesser, alors qu'en réalité, il y a un problème de politique publique au Rwanda. C'est une minorité qui règne sur la majorité là-bas. Il y a aussi un problème de dialogue qu'il fallait exiger là-bas, mais qu'on exige entre les Hutus majoritaires et les entre les Hutus majoritaires et les Tutsis. On continue à exiger le dialogue chez nous, mais on ne l'exige pas dans le pays limitrophe où il y a aussi le même type de problème. Moi, je pense qu'avant, bien sûr, qu'on arrive à s'attarder sur ça, il faut que chez nous aussi, qu'on balaye. Qu'on balaye chez nous. Qu'on balaye chez nous, qu'on reconstitue nos forces, qu'on identifie avec qui il faut composer pour aller au front. Ces fronts ici, il n'y a pas que le front militaire, mais il y a l'opinion publique interne. Mais il y a aussi même l'intelligentsia congolaise qui aujourd'hui constitue pratiquement l'élite d'aujourd'hui et de demain, qui peut d'une manière ou d'une autre, qui doit transcender cette différence. Est-ce que le pouvoir public délaisse des sociologues, des historiens, des anthropologues pour faire des vraies études sur l'histoire des Rwanda-Urundi, sur ces migrations, sur les us et coutumes, sur les migrations, enfin le déplacement de peuples, pour que tous ces mensonges qui sont distillés, et notamment par Kagame et son régime, ça puisse trouver des réponses, on va dire, scientifiques. Oui. Moi, je pense qu'il faut éviter de rééditer les exploits hideux, des exploits qui sont dépassés, surannés, qui sont démodés. Les souvenirs d'hier qui ont fait de ce Congo le lit
de ce qu'on voit aujourd'hui, cette théâtralisation du pays où on a n'importe qui vient faire la promenade dans c'est parce qu'à un moment donné, on s'est montré faible, on voulait discuter à l'infini avec ceux on crée une force, les façonniers de ces forces vous envoient des gens, des groupes disparates, vous allez constituer, vous les intégrez dans l'armée, ils vont jusqu'à posséder, à prendre possession de grandes fonctions dans les institutions. Importante. Moi, je crois que trop, c'est trop. Il faut mettre fin à ça. Et tu sais que dit l'a si bien dit. Qu'il faut éviter de laisser des interstices aux ennemis qui peuvent vous infiltrer pour vous diviser, pour pouvoir, à un moment, utiliser les gens qui sont parmi vous pour nuire. Moi, je pense qu'il faut qu'on en arrive à ça. Éviter cette affaire de mixage, brassage, des négociations qui ne tiennent pas debout, dont tu n'identifies pas le terme de référence. Il faut à un moment revoir avec qui traiter réellement. Dans l'affaire du Rwanda, justement, derrière le Rwanda, il y a le multinational. On l'avait déjà dit. Derrière le multinational, il y a la superpuissance mondiale. Il faut aussi, à tous les niveaux, le président a déjà dit ça, du haut de la tribune des Nations Unies, il faut continuer ce travail-là. Et je pense que toutes les institutions aujourd'hui sont mobilisées. L'appel lancé fait qu'aujourd'hui, toute la communauté nationale, vous voyez, les leaders politiques venus, Comment ça s'est prononcé et les leaders politiques ont fait preuve, en répondant à l'appel du président, ils font de plus en plus preuve d'une effervescence incommensurable. Même les chefs coutumiers. Même les chefs coutumiers. Même les cérémoniales, les leaders religieux. Moi, je crois que c'est cette force compacte dont on avait besoin pour parler le même langage face à cette agression. Jérôme Sekana, question. Il y a comme une espèce de stratégie d'endobissement de la communauté internationale. Souvent, lorsque la RDC essaye de se redresser, de prendre conscience, on veut lui dire non, mais vous êtes les grands Congo, attention, le Rwanda est petit, ils ont déjà connu les génocides, ne faites rien, on s'occupe de vous. Mais après, on ne donne pas le budget, vous êtes économiste, on ne donne pas le budget. Dès qu'on commence à s'organiser sur le plan militaire, on dit non, tel officier, il est sous sanction, on ne peut pas les nommer, etc. Pourquoi on n'est pas autant exigeant avec tous les pays qui nous entourent, seulement avec la RDC? Cette anesthésie collective-là ne tient plus. Ça ne tient plus. Au moment où je vous parle, l'élan patriotique qui va jusqu'au sacrifice suprême est irréversible, Jean-Marie Kassamba. Le peuple congolais est fâché. Et tout celui qui va se mettre ou l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa logique, il va le rencontrer. Alors, nous ne sommes pas des vats en guerre, mais au moins, nous voulons montrer à la face du monde que trop c'est trop. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous aviez parlé des rapports de la CIA. Oui. La CIA a dévoilé que le régime de Kigali a distribué des bics empoisonnés sur le territoire américain. Des bics? Bien sûr. La CIA a dévoilé que le régime de Kigali a tué les opposants de Kigali en Afrique du Sud par étranglement. La CIA a démontré qu'il y a toute une armée secrète pour les empoisonnements et ça s'est fait même en République démocratique du Congo. Il y a certaines morts qu'on a connues ici qui étaient téléguidées. Toute voix discordante qui s'élève, on cherche à l'étouffer. Nous mettons ça de côté parce que nous savons que nous sommes plus grands que ça. Oui. Mais là où je voudrais insister, c'est qu'il y a des mesures que nous devons prendre. Arrêtons de nous tromper d'adversaires. C'est-à-dire? Yoweri Kaguta Museveni égale Kagame. Mais pourquoi on ne Kagame pas ces relations égale Ruto. L'actuel président Bien sûr que du oui. Kenya. Vous suivez mon regard. Vous n'avez qu'à suivre ce qu'il a, comment il s'était moqué de nous. Oui, en étant Nous vice-président. sommes des jouisseurs et tout. La position de Ruto, c'est de nous envoyer ces troupes ici pour venir créer une zone tampon entre nous et les M23. De sorte que nous ne puissions pas avoir... Non. Voilà pourquoi notre gouvernement doit tout faire pour suspendre sa participation à la communauté économique. Il faut qu'on sorte de là. Non, on ne va pas sortir. On pourra y rentrer pour des raisons économiques, c'est très bénéfique pour nous. Mais pour le moment, il faut suspendre. Parce que, écoutez, nous venons d'adhérer dans cette communauté. Comment se fait-il? Il y a des morts et des morts
des villes entières sont attaquées et cette communauté qui avait promis depuis très longtemps d'intervenir, elle n'intervient pas. Et d'ailleurs... Comment expliquez-vous? Attends. Oui. L'Ouganda est entré avec armes et munitions pour porter secours à la République démocratique du Congo. Oui. Mais c'est le fils de Museveni. Yoweri Kaguta Museveni qui est en train de soutenir, y compris dans des tweets, les M23. Et c'est ce même fils-là qui commandait les troupes ougandaises à Kisangani lorsque l'armée rwandaise s'était affrontée avec l'armée de l'Ouganda. Oui. Et son pays est obligé aussi de payer 10 milliards de dollars. D'ailleurs, ce peu parce que les intérêts moratoires n'ont pas été calculés. On devrait arriver jusqu'à 52 millions. Nous avons calculé ça avec mes avocats qui étaient dans les dossiers, qui connaissent jusqu'à 50 milliards. Oui. Donc, le problème que nous avons maintenant là, on doit arrêter de se comporter comme des gamins. Les troupes ougandaises doivent rentrer. Les troupes du Kenya ne doivent plus mettre leurs pieds au pays. Les forces de la République démocratique du Congo doivent déloger les M23 qu'ils rentrent là-bas et nous allons nous défendre seuls. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la communauté internationale bouge. Vous savez, je vous avais dit l'autre fois, les jours où nous allons répliquer, on égorge en RDC, on égorge en Ouganda ou on égorge à Kigali. Oui. La communauté internationale va sortir de sa torpeur. Les jours qu'on va bombarder ici et nous bombardons là-bas, parce que ce sont leurs protégés. Le Rwanda a fait du génocide un fonds de commerce avec malice et tout ça. Non, il faut que nous puissions comprendre que ça ne nous concerne pas. Nous étions hospitaliers en 1974. Nous avions accepté de recevoir le voisin. Mais ces voisins sont devenus pour nous des meurtriers. Ils sont venus nous tuer chez nous, nous égorger chez nous. Nous avons détruit même l'environnement. Regardez la complicité de la communauté internationale. Le gros des troupes, des groupes armés qui sont financés par les multinationales se trouvent où? C'est dans les parcs. Oui. C'est dans les parcs. Et pourtant, ils disent qu'il faut protéger la nature. Pourquoi nous avons des problèmes avec les Rwandais? Parce que les Rwandais veulent contrôler même nos parcs, construire des nos animaux traversent de l'autre côté. Nos animaux traversent de l'autre côté. Et on a toujours dit que celui qui veut la paix ne veut pas la guerre. Nous n'avons jamais attaqué le Rwanda dans l'histoire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous faisiez allusion aux scientifiques. Oui. Mais les scientifiques congolais ont parlé. Le professeur Ndaiwel a démontré que c'est la RDC qui a des territoires à récupérer au Rwanda. Ah oui? Oui. Alors, Museveni a son fils qui est général, qui pourra le remplacer, qui le contredit d'ailleurs en public. Il y a de quoi se poser des questions sur l'éducation qu'il a reçue dans la maison de son papa. Kagame a aussi un général qu'il a préparé pour dire que même s'il n'est pas là, mais nous aussi nous devons nous préparer. Nous avons dit la fois passée ici que nous devons avoir une armée d'1 million d'hommes sous les drapeaux. Et ça, vous l'avez dit. 4 millions ça, vous l'avez dit. Des réservistes. Donc, la pilule est amère et qu'il n'y a pas d'autres alternatives à prendre. Il faut l'avoir. Alors, cette fois-ci, c'est irréversible. Mais je sais que certains compatriotes veulent que nous puissions aller jusqu'à Kigali. Nous n'irons pas jusqu'à Kigali. Pas pour le moment. Nous allons montrer les muscles pour qu'on nous laisse en paix. Pas pour nous puissions nous développer. Willy Kalenga, on doit terminer. Cette émission est à la fois aussi de prospective. On n'est pas en train de faire du bruit ici. Il y a ces Tangolais qu'on a installés maintenant à Goma pour aller regarder les allégations des uns et des autres pour dire voilà, il y a une cellule en place. Ensuite, il y a Nairobi derrière, Luanda derrière. On va négocier quoi? Dans la balance, on met quoi? Le Parlement a refusé mixage, brassage. C'est ça la difficulté. Je voudrais très rapidement donner un exemple historique pour expliquer un peu ce qui nous arrive. L'ex-Yougoslavie, si vous vous rappelez très bien, dans l'ex-Yougoslavie, comme c'était des communautés, il y avait les Croates, il y avait les Serbes, il y avait tous ces pays. C'est certains musulmans. Oui, voilà. Donc, à l'époque, avec Tito, à l'époque, il y avait comme une maxime. Hein. On disait que pour l'équilibre de la Yougoslavie, il faut une Serbie faible. Une Serbie faible. Faible. Ce qui permettait que les autres communautés se sentent à l'aise. C'est comme ça que la Serbie, quand elle a vu que ça en était trop, parce que les autres, il y avait une présidence tournante, quand on arrive maintenant autour de la Serbie, les Croates ne veulent pas. Je prends la même pensée, je la mets ici. Oui.
depuis New York et dans tous les grands laboratoires, on a développé l'idée que pour l'équilibre de la sous-région, pour l'équilibre de l'Afrique centrale, il faut un Congo faible. Si le Congo est faible, alors les autres pays peuvent se réjouir, peuvent respirer. Et venir grignoter un peu dans le Congo et peuvent faire leur développement. Déjà qu'à l'origine, on avait construit ce pays comme étant un comptoir. Il faut donc que ce comptoir, non seulement il ne s'arrête pas au niveau de la communauté internationale, même au niveau des pays voisins. C'est comme ça que tout ce qui est comme initiative pour monter le pays en puissance, tout ce qui est pris comme initiative pour que le pays aille de l'avant, est contredit par des politiques publiques internationales, des redressements vers le bas. N'oubliez pas le contrat chinois qui avait été conçu 9 pour milliards. 9 milliards. Mais qui sont venus Fonds pour monétaire casser cela? international. Bien Dominique sûr. Strauss-Kahn. Il est arrivé ici pour dire vous ne devez pas devenir puissant, vous ne devez pas, c'est trop, vous allez encore gréver la dette, nous venons de vous libérer, donc réduisez ça jusqu'à 6 milliards. Et on n'a jamais consommé 6 On milliards. n'a jamais consommé et tout ça, ce sont des initiatives qui sont prises. Aujourd'hui, regardez l'année passée quand le président Tshisekedi avait tenté d'abord de proposer 10 milliards comme budget. Mais c'est le FMI qui est venu pour dire non, ça ce n'est pas sérieux, vous ne pouvez pas, vous devez réduire à la baisse. Il y a eu une pression pour que le Congo ne doit pas devenir puissant. S'il devient puissant, il sera un danger pour l'ensemble de la communauté sous-régionale. Ce qui est faux. C'est cela que nous devons démontrer. Mais commencer à les dénoncer publiquement. Publiquement, nous devons démontrer que la puissance du Congo, aujourd'hui, c'est la protection... C'est le décollage de l'Afrique. Toute l'Afrique. L'Afrique va se développer si le Congo prend son rôle de pays leadership. Il ne faut pas réduire le Congo à néant. Parce que plus le Congo est faible, l'Afrique ne décolle pas. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais avec le président Laurent Gbagbo, qui disait que l'Afrique rêve du jour où le Congo va déclencher la gâchette. L'Afrique rêve... Comme disait France Fanon. Voilà, France Fanon. le jour où le Congo va monter en puissance, l'Afrique va monter aussi en puissance. C'est comme ça que dans la négociation, parce qu'on a demandé que ça commence le 16. Oui, oui. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement du désarmement. On n'a pas d'autre chose à faire que voilà. Il faut qu'on leur dise désarmer d'abord, en commençant par l'M23. Vous vous désarmez, vous rentrez à la vie civile, on fait des plans de réinsertion économique et financière dans le pays. Vous n'entrez pas dans l'armée. Pas dans les services de sécurité. Il n'y a pas d'armée ethnique dans le pays. Aucune ethnie ne peut se construire une force armée pour défendre son ethnicité. Ça ne se fait pas. Donc, nous allons... la seule chose à négocier, c'est la vie sauve de nos compatriotes. Ceux qui se sont détournés de l'État, de la patrie, qui ont pris les armes contre la patrie. La patrie leur dit, on vous pardonne, mais vous quittez les armes, vous rentrez dans la vie civile, il y aura des plans de réinsertion, vous serez accompagnés, vous allez devenir des patrons d'entreprises. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Parce que si aujourd'hui, nous considérons le M23 et les autres groupes, il y en a 140, comme étant une excroissance à ramener dans l'armée, nous allons encore refaire les mêmes erreurs. Non. On ne peut pas refaire le même chemin de manière malhonnête 2 fois. Nous avons déjà fait le mixage et le brassage, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est la vie civile qui attend ces jeunes gens-là. Si on les déconnecte de cette vie-là qu'ils ont, ils peuvent même être engagés par les multinationales qui vont venir légalement occuper les terres qu'ils occupent aujourd'hui de manière illégale. Voilà. En construisant des usines, ils vont engager les anciens militaires, pourquoi pas. Et là, ils vont pouvoir payer les taxes. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Vous savez, dans l'agenda que nous devons présenter, ou les cahiers de charges, Willy a parlé des multinationales. Nous avons la terre à cultiver. C'est très facile de convertir les creuseurs en agriculteurs. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et arides, parce que les gens se limitent toujours à 80 millions d'hectares arables. Non, des terres aussi qu'on peut irriguer. C'est-à-dire, nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Et on a de l'eau. On a de l'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire à la communauté internationale de cesser son hypocrisie.
dire à ces gens ici, qu'est-ce qu'ils doivent amener qui comme sont message venus ici, à leur à dire, Guterres? écoutez, Ils doivent dire quoi, si Guterres, et seulement en partant? vous êtes les Nations Unies, Oui. dites à telle entreprise qu'ils connaissent, de cesser de passer par la fenêtre, de passer par le fraudeur Kagame, qu'ils viennent, qu'ils rentrent par la grande porte à Kinshasa, qu'ils installent les usines. On peut même leur accorder 5 ans sans payer les impôts gratuitement, à condition qu'ils fassent l'agriculture, et que les jeunes gens qui vont partir des mines puissent commencer à faire l'agriculture. Et nous avons besoin, monsieur Jean-Marie Kassambam, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est à cette année-là que Mobutu avait libéralisé l'exploitation artisanale. Jusqu'aujourd'hui, le bilan est négatif. Nous n'allons pas continuer à dilapider nos minerais. Les minerais, ce sont des ressources épuisables. Donc, il y a intérêt, nous avons intérêt à faire venir des multinationales, leur dire, écoutez, vous faisiez dans la clandestinité, maintenant ouvrez des sociétés. Nous avons besoin des grandes sociétés minières qui vont exploiter de manière industrielle, mais aussi des sociétés qui vont venir en interdisant les activités, on va dire, artisanales, agroalimentaires. Nous l'avions dit dans ce que nous avions appelé les rideaux de fer, quand on avait demandé au président Félix de pouvoir suspendre l'exploitation artisanale dans cette partie de la République démocratique du Congo pour assécher, pour étouffer, pour couper les groupes armés de leur base arrière. Parce que lorsqu'on fait ça et qu'on concentre nos troupes à la frontière, ces gens-là finiront par déposer. Marcel, pour terminer. Nous pensons que comme les discussions vont commencer, il faut... Dans le cahier des charges, il faut exiger le retrait sans condition et immédiat de troupes étrangères opérant chez nous et de leurs ouailles, M23 et consorts. Mais ceci nécessite que la délégation qui est venue aille avec un message de fermeté. Au Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, adressé à Guterres. Pour dire que si vous êtes effectivement une communauté internationale au service des peuples, et donc il faut que cette communauté de nations soit réellement à ces services-là, c'est-à-dire qu'elle rende réellement, qu'elle donne aux peuples africains, plus particulièrement au peuple de Congolais, ce qu'ils méritent, la paix. Cette paix ne doit plus se négocier à gauche, à droite, elle se négocie au bout du fusil. Avec des sous-traitants. Au bout du fusil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais est prêt à se battre jusqu'au bout pour reconquérir sa souveraineté, sa dignité qui est bafouée et tout ça. Merci beaucoup. Et un message justement à cette communauté internationale, parce qu'effectivement, nous avons appris que ces délégations vont rencontrer les acteurs politiques, les officiels, mais aussi la société civile. Ben, nous en sommes, la société civile. Eh bien, pensez nous rencontrer. On va vous dire, on va vous donner le message de la société civile congolaise, de la presse congolaise, parce qu'effectivement... Les dessous des cartes sont là. Oui, les dessous des cartes sont là. On est un peu fatigué, effectivement, qu'on nous traîne comme ça. Quand ça commence à monter en flèche, allez, on vient nous anesthésier, comme a dit Jérôme Sekana. La prochaine édition va vous proposer, on va dire, des images exclusives de ce qu'on a toujours caché, parce qu'effectivement, nous nous sommes documentés sur ce que fait le Rwanda chez nous, et notamment avec la complicité de certaines multinationales. Le Congo, assez fatigué, commence maintenant à montrer les muscles. On ne doit plus être distrait, comme a dit le président. Et surtout la classe politique, bravo, vous commencez maintenant à vous approprier l'histoire. Ceci n'est pas partisan, c'est plus le Congo qui doit gagner. À la semaine prochaine.